mon frère a été tourmenté par cette fille. Mais quand je dis tourmenté, je veux dire bien joué et encore mieux. Ouais, frérot, tu vois. Chat blonde méchant qui se fait marcher dessus par ma maman. Maintenant, malheureusement pour Bro, il peut voir cela dans le futur. Il sera enfermé dans un donjon et devenir le mécanicien. Jouer à taureau de l'une des filles à vider tous les jours. Je me sens tellement mal pour lui que je lui offrirai moi-même pour changer de place. Je suis un vrai héros. Tout commence dans le château de la famille Campbell. Le principal intéressé commence à se demander « Attendez une seconde, Medju est-il mort dans un accident de voiture ?» Je veux dire, un accident de voiture. Est-ce ce que j'ai voyagé dans le temps ou quelque chose? Cette décoration a un air un peu européen, et ce visage dans le miroir. On dirait moi quand j'avais 17 ou 18 ans. Sauf que ça n'a aucun sens parce qu'il est beaucoup plus âgé maintenant. Il jette un autre regard, surpris, et oui, il était vraiment plutôt beau gosse quand il était plus jeune, avant de devenir un pauvre type en surpoids. Juste au moment où il en arrive à la conclusion qu'il vieillit, en faisant ces genres de rêves où l'on se réincarne simplement parce que sa vie s'est avérée misérable. Il attrape un petit couteau et dit qu'il va devoir le confirmer. Et le sang jaillit. Il dit que ce n'est qu'une petite coupure, bien que ça fasse un mal de chien, et qu'ils doivent lécher ses doigts, disant que cette putain de chose semble bien trop réelle. Puis soudain, les souvenirs affluent en masse. Le gars dans lequel il s'est réincarné s'appelle Moon Campbell. Un pauvre gars qui a perdu tous ses titres a fini par devenir un mendiant et a été abandonné par sa famille. Son père l'a même mis en garde, s'il remettait les pieds sur leur terre, il serait tué sans pitié. Apparemment, il a commis un crime terrible. Il met sa main sur son visage et dit « Merde, je pensais que c'était juste une coïncidence, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, j'ai été réincarné dans le corps de ce gars mentalement handicapé, le méchant aux cheveux blonds qui n'était même pas un élite ou quoi que ce soit de ce genre. Il lisait cette histoire depuis longtemps. Elle s'appelait la protagoniste, la femme la plus forte de l'histoire. Et oui, vous savez déjà ce qui va suivre rien qu'avec le titre. C'est une histoire cliché. La seule différence, c'est que le personnage principal est une femme. Elle a une famille qui l'abandonne, puis elle part dans le monde, développe ses compétences, tue des monstres et devient une héroïne. Au début du jeu, ce type d'homme, Moon Campbell, est l'une des premières nuisances, envoyant un tas de gens pour essayer de la neutraliser. Mais elle finit par monter de niveau comme une folle. À la fin, son plan est réduit à néant, il se fait expulser du manoir, exilé, et devient un mendiant. 20 chapitres plus tard, plus personne ne se souvient même de son nom. La réincarnation est géniale en tout, mais pas dans le corps d'un personnage qui n'est qu'une pierre d'achoppement pour la croissance du protagoniste. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte. Il dit d'entrer, et la bonne entre dans la chambre en demandant ce qui s'est passé. Il dit que ce n'est rien de sérieux, et elle lui dit que les vêtements pour le banquet de demain ont déjà été livrés. Il lui dit de le laisser là. Mais à ce moment-là, elle remarque quelque chose d'étrange et demande s'il s'est blessé. Il répond que ce n'était qu'un accident, rien de grave. Mais alors 10 dollars si tu devines ce qu'elle fait ensuite. Oui, elle s'agenouille et aide à nettoyer le sang. Elle est vraiment une travailleuse motivée, elle mérite vraiment une augmentation. Et elle lui demande même de bien vouloir arrêter de se faire du mal comme ça. Le gars rougit comme un fou, se disant qu'il va définitivement se souvenir de ce moment. Puis elle tourne sur elle-même comme une toupie, donc elle s'en va et lui dit de prendre soin de lui. Dès qu'elle ferme la porte, il est assis là, rougissant comme un idiot, marmonnant sur le fait que ce monde est parfait. Il se cache le visage et se débat de gauche à droite, totalement ravi d'avoir obtenu un Edelweiss fabriqué. Évidemment, c'est un attaquant désespéré. Pendant ce temps, la servante dehors de la chambre trouve bizarre qu'il ait dit merci. Bien sûr, il devait être un vrai connard avant de renaître. Maintenant, nos gars se demandent comment quelqu'un qui est né beau et issu d'une famille noble a fini avec une adorable servante, mais a quand même pensé que c'était une bonne idée de provoquer le protagoniste. La raison principale pour laquelle il a été exilé semble être qu'il a tenté de droguer la troisième princesse ou quelque chose dans le genre. Mais maintenant qu'il connaît l'issue de ce chemin, il doit simplement l'éviter entièrement. Pour s'assurer de conserver cette vie confortable, la première chose qu'il doit faire est de faire attention à cette cérémonie, là où tout le chaos commence. Puis ça le frappe. La femme de chambre aux cuisses épaisses a déjà apporté la tenue pour le banquet et a mentionné que cela se passe demain. À ce moment-là, le gars se roule dans le lit, appelant la déesse du système, grand-père, le moine. Personne ne lui a même donné un triche ou une sorte de pouvoir de renforcement. Le problème, c'est que si le banquet est déjà demain, cela signifie qu'il a déjà fait beaucoup de choses terribles au protagoniste. Il espère juste qu'elle n'en fait pas trop, comme lui écraser le visage ou quelque chose comme ça. Mais si elle le fait, j'espère qu'elle porte des collants noirs et qu'elle prend son temps. Clairement, le gars a, eh bien, des goûts raffinés. Mais maintenant, il a pris sa décision. Demain, dès qu'il la verra, il va courir droit vers elle, s'agenouiller 3 fois et implorer son pardon. Soudain, quelque chose le frappe à la tête et il se met à crier pour savoir qui diable a fait ça. C'est alors qu'il voit un petit livre sur le lit. Il se demande immédiatement si le tricheur est arrivé. Il l'attrape et dit, enfin, Dieu ne l'avait pas abandonné. Ce n'était pas destiné à être un perdant pour toujours. Maintenant est le moment d'acquérir une connaissance infinie
et de changer votre vie. Il a forgé son propre destin. Mais quand il ouvre le livre, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Il commence à se demander si cette chose a besoin d'une sorte d'activation spéciale. Les histoires se déroulent généralement en Europe. Quel est le problème avec ça? Alors le livre attaque en faisant saigner sa tête et une goutte de sang tombe sur la page. Une aura sombre s'élève et il commence à se demander ce qui se passe. Sa vision commence à se brouiller. Soudain se retrouve avec ses mains et les pieds entraînés. Son cou aussi. Il est tout amoché. Lentement, il ouvre les yeux et se demande où il se trouve. Et cette fille effrayante apparaît en disant qu'il a dormi pendant un bon moment. Il mentionne que son corps lui fait mal. Elle dit simplement que la douleur est inévitable quand on apprend une leçon. Il n'a aucune idée à quel point elle est vraiment triste. Elle ne voulait pas qu'il finisse ainsi, mais il s'est comporté de manière cruelle et égoïste. Il devrait infliger de la souffrance aux autres au lieu de faire preuve de tolérance et de se faire détester par tout le monde. C'était la seule façon qu'il lui appartienne entièrement. Mais récemment, son cœur a commencé à changer et cela ne fonctionnerait tout simplement pas. Toutefois, peu importe le temps que cela prendrait, elle allait le purifier de l'amour qu'elle avait pour lui, et ensuite ils seraient ensemble pour toujours. Puis, bang, une rafale de coups de couteau, et il se réveille dans sa chambre. On dirait que le protagoniste l'apprécie peut-être mieux en tant que méchant. Mais s'il s'engage sur cette voie, sa vie va devenir un vrai désastre. Et s'il ne le fait pas, c'est déjà un désastre. Alors, que doit faire ce type? Il commence à se demander si c'était un rêve du passé ou peut-être un aperçu de l'avenir. Après tout, cette vision entière a commencé lorsque son sang a touché le livre. Peut-être s'agissait-il d'un genre d'avertissement du futur déclenché par le mauvais choix. Quand il regarde le livre à nouveau, il dit « Ne changez pas le destin ». Il comprend tout de suite. S'il avait suivi tout ce plan de repas 3 fois et supplié pour le pardon, cela aurait conduit à ce résultat. En considérant comment il était attaché et torturé dans cette vision, soudainement se faire chasser de la famille et devenir mendiant ne semble plus si terrible. Maintenant, il est motivé. C'est un homme moderne et intelligent, et il peut utiliser tout ce qu'il sait pour changer non seulement son propre destin, mais aussi le destin de tout le pays. En outre, être un aristocrate n'est même pas si génial. Ils sont tous coincés dans cette petite terre. Il va prendre le contrôle de son destin avec ses propres mains et arrêter de compter sur tout ça. Cela dit, le voilà déjà assis, en train de manger une délicieuse viande, et de se dire à quel point la vie de privilège est vraiment incroyable. Et perdre tout ça serait vraiment nul. Celui qui est assis à côté de lui, Noah Campbell, sa mère, qui a honnêtement l'air d'avoir 18 ans, et Dan Woman, et elle lui dit qu'il a l'air vraiment heureux aujourd'hui. Son père, Lon, commande qu'il est probablement juste excité à propos de la cérémonie demain, puisque ce sera probablement l'un des moments les plus importants de sa vie. Il se contente de suivre le mouvement et dit « oui », en essayant de ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, sa mère dit qu'elle ne peut pas le laisser aller à ce banquet. Sinon, toutes les jeunes filles nobles vont se jeter sur lui. L'on répond que c'est même impossible puisqu'il a la princesse Célia, et toute fille qui tenterait quelque chose est sûre de la rendre jalouse. Sa maman, faisant sa mignonne, dit qu'elle n'aime pas cette fille Célia. Elle n'était pas mignonne du tout et ne méritait pas son fils. Maintenant, notre garçon est juste assis là, confus, se demandant pourquoi ses parents ont tant confiance en lui alors qu'il était un vrai crétin, et qui diable est cette Célia? C'est alors que ça le frappe. Elle est la 3e princesse, celle qu'il a tenté de droguer, ce qui en fait l'une des personnes qui vont apporter le désastre dans sa vie. Dans l'histoire originale, tout le monde l'aimait. Mais ici, classique Sundir. Froid à l'extérieur, chaud à l'intérieur. Compris. La lune se sent mal en réalisant que ses parents semblent en fait être de bonnes personnes. Il a vraiment été mis à la porte parce qu'il s'est comporté comme un vrai salaud, et son père ne voulait tout simplement pas avoir un fils pourri. Mais cela ne fait que le motiver davantage à changer son destin. Même si c'est risqué, il ne veut pas entraîner toute sa famille avec lui. La véritable raison pour laquelle sa famille finit ruinée est que les gens croient que son père lui a ordonné de tuer la princesse comme une forme de trahison. Ce qu'il doit probablement faire, c'est assumer la responsabilité lui-même et s'assurer que personne d'autre ne soit impliqué. Le problème, c'est que la cérémonie est déjà demain, et il n'y a plus le temps de trop changer. Ce qui lui semble étrange, c'est que si l'événement est si proche, pourquoi ne sait-il rien sur le médicament qui est censé être utilisé, et ce que quelqu'un va le lui remettre? Que va-t-il se passer exactement? Pendant qu'il essaie de comprendre tout cela, un mage apparaît, et il la bouscule accidentellement. Elle tombe de manière étrange, disant qu'il a renversé le thé noir de la dame. Quand il va lui demander si elle va bien sûr, elle sursaute, pensant qu'elle va se faire passer un savon. Elle voit le thé renversé sur lui, et se précipite immédiatement pour le nettoyer. Dès qu'elle remarque le désordre, elle est déjà convaincue que sa vie est finie. Elle va se faire virer et probablement finir par manger de la nourriture pour chien dans la rue dès demain. Le protagoniste se rend compte que sa réputation le précède vraiment. Alors il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne va pas la punir. C'est quoi? Le gars est doué avec ça aussi. Il la prend dans ses bras et lui dit de se détendre. Elle est toute confuse en essayant de comprendre ce que fait le jeune maître. Franchement, je me demande la même chose. Qu'est-ce que c'est que ses mains? Puis Anne arrive et l'interpelle. Il demande le nom de la blonde,
et elle répond que c'est Noël. Il dit à Anne de s'occuper d'elle. Mais Anne dit qu'elle et Noël doivent encore se concentrer sur la préparation des choses pour demain. Ils ne peuvent pas se relâcher maintenant. Il lui dit simplement d'embaucher plus de gens pour l'aider. Je veux dire, allez, comment une maison aussi massive n'a-t-elle pas assez de personnel? Et s'incline simplement en disant « D'accord alors ». Et notre beau parleur, comme toujours, se donne un peu de temps en s'éloignant. Noël remarque qu'il est étrange que le jeune maître n'ait jamais laissé personne l'aider auparavant, car il disait toujours que les gens étaient sales, donc c'est bizarre qu'il suggère cela maintenant. Anne ajoute qu'elle a remarqué quelque chose de bizarre aussi. Peut-être serait-il préférable d'avancer le plan avant que les choses ne dégénèrent. Dans la chambre du gars, il fouille dans toutes les boîtes. Un poison capable de terrasser la troisième princesse doit être une sorte de potion hallucinogène de haut niveau, incroyablement chère. C'est alors qu'il trouve une carte du marché noir. Évidemment, cela a dû servir à acheter ce qu'elle a fini par boire. La scène se déplace vers le quartier commercial de la chambre. Il est plus tard dans la nuit, et le protagoniste dit aux autres d'attendre là pendant qu'il s'en va acheter quelque chose. Il traverse la zone principalement inaperçue, essayant de se souvenir de l'itinéraire de l'histoire. Finalement, il atteint une porte et dit « Sora ». Il montre ses papiers, et l'homme l'accueille en tant qu'invité et lui dit d'entrer. Ceci est le marché noir Léopold. Potions, ingrédients, créatures magiques, même les synthétiques. Et bien sûr, un classique, des esclaves. L'un des alliés du protagoniste a en fait été acheté dans cet endroit. Cette partie est secondaire, car pour l'instant, il a des problèmes plus importants. Il entre dans l'une des pièces et est accueilli par quelqu'un portant un masque de chat, qui demande immédiatement ce qu'il cherche. Ils ont tous les types de potions. Il dit qu'il veut quelque chose qui est incolore, inodore, qui agit particulièrement bien sur les mages et les assomme pendant des heures. Il va probablement l'acheter, l'utiliser mais ne fera rien à la fille. Maintenant, je suis aussi confus. Il essaie de suivre l'histoire, mais je ne sais honnêtement plus ce qu'il prévoit. La personne au masque de chat dit que vous devez vouloir vous amuser vraiment. Si vous voulez, elle peut même recommander quelques esclaves. Il dit qu'il part, mais elle l'arrête, lui disant d'attendre. Elle va chercher la potion. Moon dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et c'est juste. Celui qui a dessiné ce personnage a vraiment rendu la tâche difficile. C'est effrayant de deviner, alors gardons cela neutre. L'être humain attrape une potion, tandis que notre protagoniste pense à quel point ce corps est incroyable. Il s'agit probablement d'une femme magnifique avec une silhouette imposante qui dirige toute cette opération souterraine. À ce moment-là, la porte s'ouvre à nouveau et quelqu'un d'autre entre. D'après les collants noirs, vous savez déjà de quoi il retourne. Notre garçon a-t-il aussi un œil pour les détails comme ça? La personne dit qu'elle est là pour acheter une drogue extrêmement puissante, qui cible les mages et ne laisse aucune trace derrière. Le vendeur est confus. C'est une potion qu'elle vend rarement, et maintenant soudainement tout le monde en demande. La lune est prise au dépourvu. Il ne pensait pas que les femmes avaient ce genre de goût, elle aussi. Il se sent mal pour celui qui va devoir subir tout ce calvaire, mais il ne peut rien faire pour aider. Puis la femme jette 2 fioles sur la table, et dit que c'est celle que tout le monde cherche. Même si le liquide à l'intérieur était de couleur vive, le mélanger avec du vin le rendrait totalement imperceptible. Quelques gouttes seulement ne suffisaient pas à assommer un éléphant pendant 2 à 3 heures. Il est stupéfait par sa puissance. La fille au masque dit que s'il ne la croit pas, il peut essayer lui-même. Il lui suffira de dormir par terre pendant 3 heures et de payer le prix fort. Ça ne capture que le coût, 130 000 Amelia, la monnaie locale. La femme masquée debout à proximité dit qu'elle n'a pas d'Amelia mais qu'elle a un autre moyen de payer. Elle montre une lettre puis. Le vendeur dit qu'il est difficile d'accepter quelque chose de cette valeur comme paiement. Elle lit le texte et demande si ce qui est écrit est vraiment vrai. La figure mystérieuse dit que la vendeuse peut utiliser ses propres compétences pour le vérifier. Mystérieuse ou pas, soyons réalistes. C'est probablement Anne. Qui d'autre cela pourrait-il être? Le vendeur dit d'accord, la potion est à elle. La femme masquée l'attrape, la remercie et commence à partir. Pendant ce temps, Moon dit simplement de le mettre sur sa carte. Le vendeur remet une potion bonus et dit « S'il le combine avec l'autre, l'expérience sera bien meilleure ». Il la remercie, le glisse dans son sac et demande à propos de l'autre femme infaillible qu'elle lui a donnée. Mais le vendeur, visiblement peu soucieux d'honnêteté, affirme qu'ils sont de vieux amis. Et s'il veut l'information à un prix raisonnable, cela lui coûtera 900 000 $. Il lui lance un regard et la transforme en une. S'en va en disant qu'il n'est pas intéressé. Ce charlatan essayait de lui facturer cette fois le prix en pleine figure. Pas question qu'il se fasse avoir. Il vient du monde moderne, il reconnaît un piège quand il en voit un. Dès que la porte se ferme, comme le vendeur l'a dit en espérant le revoir bientôt. Elle enlève alors son masque et bien sûr, c'était une femme. Maintenant, elle sait exactement ce qui va se passer à la mention, et elle se demande à qui elle va vendre toutes ces informations. Évidemment, le coup le plus intéressant serait de le vendre aux deux côtés et de semer un chaos total. Pourrait-elle être l'héroïne? Elle a définitivement ce genre de look. La nuit suivante au palais Campbell, il est plein des nobles sans aucune idée de ce qu'ils font qui traînent un peu partout, et voilà notre homme, droit au milieu de tout ça. Un gentleman à moustache se présente avec sa 3e fille,
disant qu'il serait merveilleux qu'elle puisse rencontrer Monsieur Campbell. Elle jette un coup d'œil à notre garçon et commence à trembler, puis file en hurlant qu'on l'appelait, vêtue d'une robe qui flottait au vent. Franchement, cette réaction ressemblait davantage à de la peur qu'autre chose. Le père s'excuse, disant qu'elle a un peu peur, et Mood répond simplement que ce n'est pas grave. C'est alors qu'il commence à remarquer qu'aucune des filles semble heureux de le voir clairement. Sa réputation a laissé des traces. Cependant, son père, Allons, pose une main sur son épaule et dit qu'il est impressionné par la manière dont le garçon s'est comporté. Il fait vraiment des progrès, et ce soir, il cessera d'être un garçon pour devenir l'homme de la famille Campbell. Moon le remercie et dit qu'il fera de son mieux. Soudain, quelqu'un à l'entrée appelle au silence. Le troisième dans l'ordre de succession au trône de l'Empire léopoldien est sur le point d'arriver. Bénie de la pureté de la neige connue sous le nom de déesse de glace. La troisième princesse, Celia, qui ressemble étrangement à Payman de Genshin Impact. L'on dit qu'il va aller faire un tour parmi les autres invités et demander à Moon de prendre soin d'elle. La lune s'avance directement, appelant la princesse. Ça fait un moment. Il la complimente sur son apparence. Et elle a même les petites étincelles dans ses cheveux comme un paiement. Mon Dieu, la fille a de vrais talents. Elle le remercie pour le compliment. Il joue les doux et gentils. Elle commence à penser que quelque chose ne va pas. Puis il dit qu'elle doit être fatiguée du voyage et suggère qu'elle aille se reposer un peu. Alors qu'elle passe, tous les nobles s'inclinent devant elle. Et elle est là-bas en train de penser. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Il est beaucoup trop poli. À ce moment-là, il semble que Campbell entende des gens parler d'une fille illégitime qui aurait apparemment eu un duel avec son mari. Je suis un peu confuse aussi. Ça semble que les gens ne l'aiment pas parce qu'elle est illégitime, divorcée, et maintenant on veut se qualifier comme une rare. Le reste du parti leur dit d'arrêter de dire des choses comme ça. C'est de la folie. Ah bien sûr non. Qui arrive maintenant avec le protagoniste, le personnage principal de ce monde, Ariel Bogart, celle avec les cheveux noirs à gauche. Franchement, elle est assez basique, tu vois. Mais ça se comprend. Si on y pense, les protagonistes sont généralement assez standards, cheveux noirs, visage ordinaire. Et la voilà, agissant normalement, saluant Monsieur Moon. Il est tout maladroit et répond qu'il va très bien qu'elle accueille. Mais alors, de nulle part, ce grand gaillard intervient et demande comment elle peut parler comme ça au jeune maître. Elle était un peu décontractée, et notre garçon dit au type de la fermer. C'est bon, elle peut parler comme elle veut. Il a déjà été assez poli. À ce moment-là, elle fait pratiquement une mini-crise. Elle se demande pourquoi ce type, qui la traitait autrefois comme une fille illégitime horrible, s'est soudainement prononcé son nom. Son ami regarde Ariel, tout confus, jusqu'à ce que quelqu'un tende la main et appelle Mademoiselle Léa. Un autre a été surpris parce que Campbell connaît son nom complet, Lia Angel. Il tend la main pour prendre la sienne, mais Ariel la repousse d'une gifle et lui dit d'arrêter de comploter. Elle l'attrape et lui dit d'écouter. Elle est ici à cause de son père, alors il ferait mieux de ne pas essayer de faire quoi que ce soit de louche. S'il ose seulement penser à faire quelque chose d'affreux à son égard, ou à Lia, elle s'assurera qu'il ne sorte jamais de là vivant. Avec ça, elle s'en va. Je l'aime déjà. Elle joue la carte de l'héroïne vertueuse, mais nous savons tous les deux qu'elle veut qu'il cause des problèmes. Mo pense que, comme il s'y attendait, s'occuper du protagoniste va être difficile, mais il dit qu'il s'en fiche. Une fois la nuit terminée, elle partira de son côté, et lui du sien, et ils ne se reverront plus jamais. Pas longtemps après qu'il prononce son discours. Apparemment, c'est son anniversaire. Qui l'eût cru? On dirait qu'il a eu 18 ans. Tout le monde applaudit, et le trouve incroyable. Le gars va presque avoir une autre crise, mais maintenant il est temps de se mettre au travail. Il regarde autour de lui et repère. Le paiement ressemble à quelqu'un qui se détend près du miroir. Il s'avance, se présente et s'excuse, disant qu'il espère ne pas être impoli. Il demande l'honneur d'une danse au mon Dieu. Croit-il être de la royauté maintenant? Elle accepte, bien sûr. Cette fille, cependant, elle en impose avec sa tenue. Quels que soient les accessoires qu'elle porte, il semble prêt à exploser. Pendant ce temps, les nobles sont tous raides et maladroits, se pavanant dans le parc. Le protagoniste est à l'écart en train de manger du gâteau, en le regardant danser avec la troisième princesse. Elle le félicite pour ses pas, et il dit qu'il est encore débutant. Elle sait à quel point il a changé, et dit maintenant qu'il agit enfin comme un noble. Ce qui la surprend, c'est la façon dont s'est déroulée son invitation à danser plus tôt. Guerrier, je vais t'accorder la miséricorde d'une danse. Sois reconnaissant. Il lui dit maladroitement d'oublier ça, de laisser ça dans le passé. La musique joue. Allons-y, les gens, nous sommes maintenant au cœur de l'intrigue. Il danse, elle le loue, les choses habituelles, et puis... Qu'est-ce que c'est? Il se glisse tout près derrière Payman. Est-ce qu'il appelle des renforts? Style aventure. C'est alors qu'elle dit qu'ils doivent avoir une conversation en privé. Elle sait déjà que ce mariage est juste un arrangement politique à cause de leur famille. Il répond qu'ils peuvent travailler ensemble pour annuler cela si elle le souhaite. Elle recule légèrement et dit qu'ils en parleront plus tard. Puis elle demande, et s'il allait dans sa chambre tout de suite. L'homme, il est pris au dépourvu. Mais c'est trop tard, elle l'entraîne déjà. De côté, deux servantes espiègles observent tout ce qui se passe. Ils chuchotent sur la façon dont cette fille est partie avec ce maître mentalement handicapé. Tu sais quel mot ils pensent? Ils disent qu'ils doivent agir vite parce que c'est maintenant le territoire de Lionéar. De retour dans la chambre, il lui propose une boisson. Elle décline poliment, disant qu'elle ne peut même pas avoir une seule goutte. Maintenant,
Moon est dans de beaux draps car il n'a aucune idée de la façon dont le protagoniste original a réussi à séduire cette fille. En plus de cela, il doit encore lui donner la potion, mais si elle ne boit rien, il n'a aucune idée de la façon dont il va pouvoir s'y prendre. Il demande ce qu'elle aime boire, et elle répond du café, mais ensuite elle change rapidement d'avis et propose de prendre du thé noir à la place. Il s'avère que le thé noir ou le vin sont les seules options disponibles dans cet endroit. Elle a l'air un peu perplexe, mais il lui fait signe de ne pas s'en faire en disant qu'il va aller chercher. Pendant ce temps, elle est assise là, un peu confuse. Il semble si enthousiaste à l'idée de préparer ce thé. Et évidemment, il est là-bas en train de verser la potion. Franchement, je pensais que c'était la potion de sommeil, mais soudain il dit qu'une seule goutte fait tomber quelqu'un amoureux. En plus de ça, il y a une autre fiole qu'il décide de ne pas utiliser, il n'est pas sûr de ses effets. Juste alors, elle l'appelle, ce qui. Il se retourne rapidement en disant que c'est presque prêt. Mais oh là là, dans ce tour rapide, une partie de la potion se renverse partout, et l'autre flacon. Il s'avère que c'était un aphrodisiaque. Il est soulagé que aucune des potions ne laisse de traces magiques. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il regarde en bas et se rend compte qu'une bonne partie de la potion a atterri sur le sol. Son plan initial était de vendre un peu pour se faire un peu d'argent, mais maintenant c'est oublié. Comme il apporte le thé, nous voyons quelqu'un qui regarde par la fenêtre. Paimon est bien la troisième princesse. Les commentaires indiquent que le thé noir de la famille Campbell est étrangement rouge et brillant. Il s'agit d'une herbe extrêmement rare venue de l'Est. Une véritable délicatesse. Elle est d'accord et lui dit de le boire en premier. Notre garçon y va. Quel paiement? Ne me fais pas confiance. Moon Campbell, la jeune noble honnête, mais elle répond simplement que ceux qui servent doivent toujours goûter la boisson en premier. C'est une étiquette noble de base. Quand vous soulevez la tasse pour vous asseoir. Cependant, elle l'arrache directement de sa main et dit que le sien est mieux. Il devrait échanger. Oh, un petit coup plus tard, et elle a déjà l'air étourdie. Je pensais que c'était un aphrodisiaque. Mais non. Elle vacille, laisse tomber la tasse et s'évanouit directement sur le canapé. La lune pensait que c'était un coup de génie de s'assurer que les deux tasses étaient endormies. Selon l'histoire originale, le protagoniste devrait faire irruption dans la pièce et essayer de le tuer d'une seconde à l'autre maintenant. Il doit avoir l'air suspect, alors il baisse sa jupe au lit, détache une partie de sa tenue, ôte sa chemise, et dit que c'est parfait. Quiconque entrerait marcherait exactement comme il veut qu'il le fasse. On dirait qu'il vise vraiment à être condamné cette fois. Le seul problème, c'est que rien ne se passe. Le temps passe. Une demi-heure s'écoule et personne ne se montre. C'est étrange parce que dans l'histoire originale, elle fait irruption pour régler la situation immédiatement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans l'histoire, le protagoniste marche à travers les couloirs, quelqu'un la bouscule, renverse quelque chose sur sa robe, et c'est ainsi qu'elle se retrouve à tomber en plein milieu de ce bazar. C'est alors qu'il se souvient. Peut-être que celui qui a renversé le thé était Noël. Mais plutôt, il a dit à Anne de laisser Noël se reposer. Ce qui a dû déstabiliser toute la chaîne d'événements. Oh! Regarde qui ouvre les yeux avec un, tandis qu'il est toujours enfermé dans son plan maître. La fille se lève. Il s'avère que l'aphrodisiaque a dû atterrir dans la tasse qu'elle lui a arrachée. Maintenant, il est là, confus, se demandant pourquoi la pièce semble soudainement froide. Puis bang, une main lui attrape le visage. Une rafale de magie glaciale le projette violemment au sol. Il supplie Peyton de se calmer, disant qu'il peut expliquer. Comme elle met fin à ça, disant qu'il n'y a pas de moi pour les explications, contentons-nous de dire cela. C'est alors qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas avec cette fille. Il dit qu'il va chercher un médecin. Trop tard, ses poignets sont déjà immobilisés. Elle murmure que son corps a froid et a chaud. Il la supplie de se calmer, mais non. Elle plonge avec un baiser. Le gars pris pour qu'Ariel arrive pour le sauver, car sinon, cette petite scène va devenir bien trop réelle. En parlant du difficile, la voici, marchant dans les couloirs, agacée que sa robe soit tachée. Puis elle entend des bruits étranges. C'est alors qu'Anne arrive et lui dit que cette zone est interdite. Ariel trouve cela étrange et Anne propose rapidement de nettoyer sa robe, puisque c'est le problème. Elle a lancé un sort l'autre jour. La tenue a l'air impeccable, et Ariel est assez impressionnée que même les bonnes d'ici connaissent la magie. C'est alors que l'une des bonnes mentionne en passant quelque chose à propos d'un gâteau Pakchichi, disant qu'ils seront servis à la fête et loin, et le protagoniste s'illumine de joie, la remerciant avec enthousiasme, et lui fait un petit sourire. Mais se retourne ensuite avec ce regard maléfique classique sur son visage. Bien sûr, Ariel n'est pas si stupide. Ou alors, peut-être qu'elle l'est. Elle sent quelque chose d'étrange, comme l'odeur du sang dans l'air. Mais ensuite elle balaie ça d'un revers de main, disant qu'elle est dans le manoir du duc, et ne veut pas s'en mêler. En outre, elle est convaincue que Payman peut gérer cette petite peste toute seule. Rien ne vaut un gâteau, alors elle ne s'inquiète pas de tout cela. À proximité, ces mêmes servantes ombrageuses se demandent si Ariel était la cible. Mais une femme aux cheveux gris dit non, elle était la cible d'un homme nommé numéro 9, mais elle a réussi à le tuer, même s'il était d'un rang supérieur. La servante aux cheveux plus foncés lui dit de se dépêcher, l'avertissant que si Campbell se montre, la mission pourrait échouer. Mais notre partenaire dit de ne pas s'inquiéter. Elle a déjà vérifié la situation et l'action était en plein essor. Pendant ce temps, notre garçon est dans un état pitoyable, couvert d'égratignures, épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang?
Attends, rien ne s'est réellement passé. Il luttait simplement pour se défendre. Et maintenant, Paimon se réveille, met une épée sur son visage et exige ses derniers mots. Il essaie de la calmer, mais elle lui répond simplement qu'il va dans l'au-delà sans dire un mot. Il commence à paniquer, il n'est même pas sûr de se réincarner à nouveau. Donc s'il lâche soudainement qu'il agissait par amour sincère. Il est là, rayonnant d'émotion, espérant que les dieux lui accordent une seconde chance, pour presque obtenir sa prochaine tranche ouverte. Chocoldi dit qu'il est vraiment dégoûtant. Il s'excuse et lui demande de se calmer, disant qu'il n'était même pas allé jusqu'au bout. Mais elle rétorque qu'il est dégoûtant de qualifier ainsi ses actions sincères. S'il avait vraiment essayé de la conquérir avec de vrais efforts, peut-être aurait-elle accepté le mariage. Mais au lieu de cela, il a pris la voie louche, avec des tambours et de la tromperie. Il essaie d'expliquer qu'il n'a jamais eu l'intention de l'insulter. Elle l'interrompt et lui ordonne de se mettre à genoux. Puis soudain quelque chose de l'autre côté de la porte attire son attention. Elle l'attrape par le cou et le force à ordonner à tout le monde dehors de partir. Elle le jette par terre et lui dit de s'habiller et de s'occuper de celui qui est à la porte, parce qu'il va mourir de toute façon. Le pauvre gars est coincé entre trois options horribles. Se faire tuer par Siliep, être pendu par le roi, ou finir piégé dans quelque étrange donjon par un étranger mystérieux. Attends, était-ce le protagoniste? Non. Ça ressemblait à un autre luminique. Pendant ce temps, l'autre fille enfile tranquillement ses collants en disant qu'il va mourir d'une minute à l'autre. La lune ouvre la porte pour voir qui c'est, et saute. C'est la même servante qui dit qu'ils ont passé un peu de temps ensemble et qu'elle a apporté de la nourriture. Il lui demande de le poser et la remercie. Mais alors il se rend compte qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Alors qui elle? Elle dit qu'elle a été embauchée pour aider avec le banquet, mais elle trouve cela étrange étant donné que les nomades, où le nouveau personnel sont censés être amenés. Elle est d'accord puis, et soudain se précipite en avant, le renversant. En ce moment-là, il se rend compte que sa véritable cible est le paiement. Elle plonge avec 2 couteaux. Boum et explosion et quand il regarde le ciel, au moins la reine des glaces a réussi à se défendre. La demande de paiement veut savoir si son frère idiot a envoyé cet assassin. La femme de chambre répond que malheureusement les détails sont confidentiels. Dans une autre rune, nous voyons des orbes dorés flotter, et chuchoter que la princesse sera tuée ce soir au domaine Campbell. Et ce sera la fin de quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette fille aux cheveux blancs, mais elle semble savoir ce qui se passe. Retour dans la chambre après cette explosion, le maid recule, admettant que la magie de Paimon est bien plus dense que prévu. Mais son expression change quand elle entend l'incantation. Parce que maintenant le paiement est en cours avec une lance à glace et presque lui transperce le crâne. Pendant que les deux s'affrontent. Dans un affrontement brutal, notre gars réfléchit. Quand les dieux se battent, les mortels souffrent. Il n'y a littéralement rien qu'ils puissent faire. Il essaie d'ouvrir la porte à nouveau, mais elle est scellée. Il continue de s'acharner. Il se cache derrière quelque chose en réalisant que Dame Maid a dû lancer un sort de barrière pour empêcher quiconque d'entrer. Et puis il manque quelque chose. Le changement de plan pour faire appel à du personnel extérieur qui a été fait hier seulement. La seule façon dont un plan aurait pu être préparé à l'avance est si quelqu'un a fuité des informations. Il manque de peu de se faire toucher par une attaque et tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est prier pour que Paimon gagne. Mais ensuite en la regardant, toujours debout là-bas, l'air féroce, même battu, et tenant cette lance. Il commence à se demander si c'est vraiment une bonne chose. Elle pourrait juste le tuer aussi. Franchement, peut-être que ce ne serait pas si mal si elle mourait ici. Personne ne le saurait jamais. C'est alors que la servante dit que Paimon est vraiment un génie, et Paimon répond qu'elle peut déjà sentir quelqu'un utiliser la magie gravitationnelle pour perturber son pied, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un d'autre impliqué. Elle ordonne à la servante de dire qui c'est, sinon elles vont toutes les deux mourir ici. La femme de chambre dit simplement que, comme le prétendaient les rumeurs, Paimon est vraiment un génie. Paimon s'énerve et lui dit de se taire et de parler, qui est derrière tout ça, car elle veut une chance d'être épargnée. Mais la bonne dit qu'elle n'est pas là pour tuer qui que ce soit, juste pour gagner du temps. Soudain, toute la pièce se met à trembler. C'est alors que la servante aux cheveux gris déclare que la chambre est désormais complètement scellée. L'autre plonge la main dans sa poche et en sort un flacon, déclarant qu'elle offre la vie de 100 enfants en sacrifice au seigneur du monde fondu. Le paiement reconnaît instantanément cela comme le pouvoir d'un dieu sombre. Mais la servante se contente de sourire et lui demande de descendre et de réprimer ce monde. Une énergie rouge inonde la pièce, frappe le paiement contre le mur, et elle sait que si ces rats apparaissent maintenant, elle n'a aucune chance. La femme de chambre le confirme. Ce sont des rats, oui. Mais la véritable cible ce soir est la princesse. Elle tente un nouveau coup. Mais Paimon s'empare du poignard de notre protagoniste et bloque l'attaque. Le mania choque. Cette fille a ensanglanté ses collants déchirés, battue, épuisée. Mais elle a évité les points vitaux. Pourtant, cela n'avait plus d'importance. Elle n'avait plus de magie du sang. Un coup de pied brutal aux côtes l'envoie, s'écrasant sur le sol. Mais les paiements sont différents. Elle se relève. L'assassin dit qu'elle fera de sa mort une mort sans douleur et fond sur la touche finale. Du sang gicle. Mais devine quoi? Notre garçon a sauté devant et a encaissé. Il a littéralement encaissé le coup de plein fouet. Aucune protection, aucune déviation, juste du pur courage. Les gars, souvenez-vous de ce moment où notre protagoniste s'est retrouvé coincé à la table. Je suis presque sûr que c'était Anne derrière tout ça. Je ne sais pas comment je n'ai pas fait le lien. 1 + 1 = 2. C'était elle. Les fichues filles même sur la couverture de l'histoire. Bref,
revenons à nos moutons. Anne appelle son nom et Payman veut savoir pourquoi. Il est par terre en crachant du sang, et soudain se souvient. Quand l'autre servante a ouvert la porte plus tôt et lui a dit qu'il pouvait partir. Il a envisagé de courir, mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il appelle donc Anne, demande-lui ce qu'elle croit faire, et dit simplement à l'idiot inutile d'arrêter de se mettre en travers du chemin. Mais Payman passe devant lui et entaille profondément son cou. La fille fléchit les genoux et la glace. Princesse vient juste de déclarer que c'est fini. Maintenant, notre garçon est allongé par terre, s'accrochant à peine à la vie. Paimon s'agenouille à ses côtés, réalisant que si elle avait sauté pour la protéger, alors ce n'était pas des assassins qu'il avait engagés. Et ce qui la déstabilise vraiment, c'est qu'il l'a protégée sans réfléchir. Parce que si elle était morte, personne n'aurait jamais su ce qu'il avait fait. Mais il dit que tout cela n'a plus d'importance. Tout comme elle l'a dit, il a choisi d'agir en vrai homme. Je suis celui qui est blessé. Mais bien sûr, c'est de Payman dont nous parlons. Elle dit froidement que, d'après son pouls, il a assez de force pour dire peut-être 3 phrases de plus. Alors il ferait mieux de les faire compter. Elle transmettra son dernier message au duc. Il tend la main, touche son visage et dit, avec sincérité, qu'il est désolé. En fin de compte, il avait vraiment des sentiments pour elle. Puis son bras heurte le sol. L'homme, il est parti comme une légende. On sait qu'il ne va pas vraiment mourir, mais si c'était le cas, ça aurait été épique. Pourtant, Payman n'est pas d'accord. Elle dit que Bastard ne mérite pas de mourir après s'être excusé comme ça, pas après tout ce qu'il a fait. Elle l'appelle par son nom et lui dit. Elle ne veut rien savoir de ses excuses maudites. Il va vivre et payer pour chaque chose. Au milieu du vide, il y avait une lune flottante, se sentant étourdi et rougi par la chaleur. Malheureusement, même si nous avons essayé de faire de bons choix, la mort était inévitable. Au moins, c'était mieux que de suivre l'histoire du jeudi ainsi, il pouvait décider comment sa vie se terminait. Mais alors, une étrange énergie noire apparaît à côté, lui dans des forums de discussion. Voici une ventilation des progrès en matière d'arrogance, d'envie, de cupidité, d'effronterie et de paresse. On dirait que cela concerne les 7 péchés capitaux. Il est à moins 90% en gloutonnerie, à 99% en envie, et à 50% en arrogance. Quelques pages du livre se tournent, et la chose lui dit de continuer à essayer pour l'instant. Il a demandé pourquoi le fichu livre n'était pas arrivé avant sa mort. Puis il entend un homme venir de là, et la scène se déplace vers les égouts. Les cendres flottent dans les sous-sols, et quelqu'un assassine les Campbell n'était pas la véritable cible. Mais soudain, une voix demande ce qu'elle pense avoir fait à son fils. Oh là là, le père arrive, irradiant une aura pure de Lionéard. L'assassin commence immédiatement à trembler, et le père dit calmement qu'il ne s'attendait pas à avoir des visiteurs chez lui. Elle n'était pas invitée, alors que faisait-elle là? Et elle ferait mieux de parler maintenant. Qu'a-t-elle fait à son fils? L'homme, il est généralement sympa, mais là, il est une bête. En Y repensant, notre protagoniste a dû être heureux d'avoir au moins pu s'entraîner à la manière de Jean Aurora avant de mourir. Ou peut-être pas, parce que maintenant nous sommes de retour dans la chambre, et Anne est assise juste à côté de lui. Cette même Anne que nous savons maintenant être dangereuse. Il se réveille et elle est juste là. Il demande si le jeune maître se sent mieux. Elle demande s'il a besoin d'un médecin, et alors qu'il essaie de se lever, Sagan veut aller aux toilettes. La douleur dans sa poitrine le frappe fort, et il tombe directement dans les draps doux. Il s'excuse, disant que ses jambes se sentent étrangement faibles. Mais maintenant, il doit être prudent. Il peut se permettre d'être gentil avec elle. Elle n'est absolument pas digne de confiance. Elle lui dit que sa fiancée lui a demandé de prendre soin de lui. Donc, il devrait savoir qu'elle restera dans les parages pour le moment. Puis elle dit qu'elle va l'aider à se laver, et commence immédiatement à lui enlever ses vêtements. Il lui a rapidement demandé de se calmer, disant qu'à l'instant, il commençait à se sentir mieux. Elle dit d'accord, elle le laissera être indépendant, mais le prend quand même et l'emmène à la salle de bain. Il lui dit de partir, qu'il a des choses à régler. Et un peu plus tard, nous sommes de retour dans la pièce. Bientôt après, elle lui dit qu'il a dormi pendant 3 jours entiers. Et c'est la princesse Paiement elle-même qui lui a demandé de s'occuper de lui. Il a à peine survécu, a perdu une énorme quantité de sang et est resté sans oxygène trop longtemps. Il a eu de la chance que Paiement ait réussi à utiliser un peu de magie pour le maintenir en vie. En entendant cela, il se rend compte qu'elle n'a probablement rien dit au sujet de l'incident de la potion. Mais alors Anne dit que la princesse a mentionné quelque chose d'important. Ce qu'elle révèle en réalité, c'est qu'ils ont découvert l'ensemble du complot d'assassinat. Son père a capturé l'un des attaquants, et lui a extorqué la vérité sous la torture. Le problème maintenant est qu'ils doivent encore s'excuser auprès du roi. Sa fille a été mise en danger dans leur domaine. Mais la chose la plus étrange, c'est qu'il n'a reçu aucune punition du tout. Apparemment, la princesse Payman a dit quelque chose au roi, quelque chose qui a conduit à son pardon. Mec, je viens de résumer comme 15 gros bulles de dialogue. Cette histoire s'emballe vraiment parfois. Notre gars s'effondre à nouveau sur le lit, enfin soulagé. En fin de compte, les choses ne se sont pas si mal passées. Mais Anne se penche immédiatement tout près, demandant pourquoi il a l'air si tendu. Que s'est-il passé? Et il arrivait quelque chose entre lui et la princesse dans cette pièce. Se souvenant qu'elle avait dit vouloir quelque chose de chaud, il le nie rapidement, disant qu'il n'y avait aucun moyen qu'il fasse quelque chose d'aussi audacieux. Il serait coupé en morceaux, et rit jusqu'à lui dire d'aller de l'avant et de boire le médicament pendant qu'il est encore chaud. Mais dès qu'il prend une gorgée, P.A. gag,
Ça a un goût horrible. Il demande ce que diable c'est que cette merde. Elle explique que c'est un tonique pour l'aider à se rétablir et à reconstituer son approvisionnement en sang. Et puis on passe à 3 servantes debout devant la porte, chuchotant à propos du fait que chaque fois qu'il mange quelque chose d'acide, il fouette généralement tout le monde. Mais aujourd'hui, il agit vraiment bizarrement. Elle commence à se demander si elle devrait aller signaler cela à la maîtresse. Mais il leur dit simplement à tous les 3 de rester sur place et de ne rien dire. C'était juste un médicament ordinaire. Puis il enfonce le tout sur place. Les bonnes ont fermé la porte, un peu effrayées, tandis qu'il reste assis là, l'air confus, jusqu'à ce qu'il le rejette soudainement. On dirait que tu as vomi du pétrole brut. Et le pire, il va devoir boire cette chose 2 fois de plus s'il veut se rétablir complètement. Anne mentionne en passant qu'elle peut lui préparer des pancakes et même un petit thé, s'il le souhaite. Elle lui tend une part de gâteau et il la remercie, disant qu'elle est beaucoup trop gentille. A même dit qu'elle méritait une augmentation. Elle relève légèrement sa jupe et dit qu'elle apprécie le compliment, mais elle doit aller finir le reste de ses tâches. En partant, elle lui dit de vérifier la table de nuit. Il y a une lettre pour lui. Mais soudain, il l'interpelle, lui demander d'attendre une seconde. Lors de leur conversation précédente, elle a mentionné qu'il avait déjà pris ce médicament amer 4 fois. Comment est-ce possible s'il vomit dès que ça touche ses lèvres? Elle répond calmement. Elle met du sucre dans sa propre bouche et le pastille. Il se détend pendant une demi-seconde, jusqu'à ce que l'image s'impose enfin dans son esprit. Et il traite ce qui vient de se passer. Navi hurle dans son oreiller. Mais franchement, il est là, bien au chaud dans le lit, en train de penser que si quelque chose comme ça arrivait vraiment avec cette grande sœur, la vie ne serait peut-être pas si mauvaise. Mais soudain, il se souvient qu'il était également le paiement au comptant. C'est alors qu'il va chercher la lettre. Et elle dit maintenant qu'elle le considère comme un demi-homme. Il soupire de soulagement. Au moins, la situation criminelle a été évitée. Un peu plus tard, son maman est tout émue de soulagement qu'il s'en soit sorti vivant malgré à quel point tout est devenu dangereux. Il minimise l'importance de l'événement, affirmant que ce n'était rien de grave. Mais elle lui dit d'aller regarder dans le miroir. Il y a un cratère dans sa poitrine. Il hausse les épaules, disant que ce n'est qu'une égratignure. Tant qu'il a survécu, ça va. Son père est d'accord, disant qu'une cicatrice comme celle-ci est plus comme une médaille. C'est grâce à lui d'avoir sauvé la princesse qu'ils ont pu éviter la catastrophe que cela aurait pu devenir. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas une seule bonne à rien normal dans ce monde entier. Même celle qui se tient à côté de lui maintenant ressemble à une sorte de guerrière géante. Moon dit qu'il veut tout savoir de ce qui s'est passé. Son père explique que les 3 assassins ont été capturés. Cela a demandé beaucoup d'efforts pour les faire parler, mais finalement, ils ont obtenu quelques informations. Il s'avère qu'ils n'étaient pas des guerriers de la mort entraînés ou des tueurs professionnels. Ils étaient des adeptes de quelqu'un appelé le roi des tempêtes. Moon est confus. Il ne se souvient pas que ce nom ait jamais été mentionné dans l'histoire originale. Son père explique qu'il est une sorte de dieu ancien et sombre responsable de nombreuses horreurs. Et si le prix est assez élevé, ces adeptes accepteront n'importe quel travail, même tuer leurs propres parents. Mais il dit à son fils de ne pas s'inquiéter. Il a déjà donné l'ordre pour que ces personnes soient complètement éliminées. Le protagoniste est stupéfait, et sa mère lui rappelle que son père a obtenu sa position actuelle grâce à ses mérites militaires. Toujours aussi audacieux, notre garçon dit qu'il est fier d'être son fils. C'est bien mérité. Ce qu'il veut vraiment savoir maintenant, c'est s'ils ont découvert qui se cache vraiment derrière tout cela. Son père, cependant, dit non, tous les chasseurs capturés étaient liés par une étrange malédiction. Le moment où ils ont même essayé de prononcer le nom de la personne, ils se sont enflammés et sont morts instantanément. Le marché noir a été complètement éradiqué, mais aucune preuve réelle n'a été trouvée. Moon trouve intéressant que son père ait détruit le marché noir, car cela s'est également produit dans le livre original, dans l'histoire qui a tué son préféré. Attendez, préféré pourquoi? Furieux, le père envoya les chevaliers royaux et ils réduisirent toute la ville en cendres. Ce massacre a duré 3 mois et même les égouts coulaient en rouge. Au moins cette fois-ci, cela s'est terminé beaucoup plus rapidement. D'un autre côté, c'était un grand événement pour Ariel dans l'histoire. C'était une étape majeure de son développement. Moment classique du protagoniste. Elle repousserait des hordes d'ennemis et son aura évoluerait de manière significative. Mais maintenant, ce développement ne se produira pas et tout a changé simplement parce qu'il a donné 2 jours de congé à la femme de ménage. Plus tard dans la nuit, il semble que tout le monde dans la maison lui dise simplement de se reposer, mais il n'a pas le temps de se reposer parce que l'histoire continue de dérailler. Et le pire, c'est que plus les choses changent, moins il peut compter sur ce qui devrait techniquement se passer en fonction du livre original. Alors il a mis en place un plan assez complexe. Survivre, éviter cette fin horrible, où il est attaché à une table, et se fait violer, devenir plus fort, et surtout, cesser de faire confiance au livre. Il reste assis à y réfléchir, puis l'admet. Non, cela n'a vraiment pas de sens. Il doit être beaucoup plus prudent. La vérité, c'est qu'il ne sait toujours pas exactement qui était cette personne dans sa vision. Ça ne semblait pas être Ariel, et ce n'était pas Célia non plus. Alors, qui diable était ce? Il se laisse tomber sur le lit, se rendant compte qu'il n'y a pas de raison de trop réfléchir. Pour l'instant, les priorités devraient être de devenir plus fort. En tant que fils de duc, il dispose de nombreuses ressources pour construire son pouvoir. Le seul problème, c'est que tout cela est beaucoup trop conventionnel. Et pour empirer les choses,
le propriétaire original du corps a passé une année entière dans une prestigieuse académie, et en est sorti avec rien d'autre qu'un sortilège de transformation de déchets en lumière. Quand même, c'est le fils de ce type puissant, donc il doit avoir au moins un peu de talent, non? Impossible qu'il soit aussi faible. Mais même ainsi, il sait qu'il n'atteindra jamais le même niveau que l'équipage du protagoniste. Dans ce monde, elle est connue comme l'une des élues des dieux, complètement hors de portée pour toute personne normale. Pam est un excellent exemple. Elle a reçu une autorité divine d'une déesse froide, et depuis, elle les fait pousser à partir de rien. Et ce genre de pouvoir divin n'est pas quelque chose que l'on peut surmonter par la seule force de l'effort. Et puis il y a Ariel, qui finit par être béni par des esprits élémentaires d'une beauté folle, pas un, mais plus de 10. Quelle vie misérable. Ce qui est vraiment misérable, c'est sa situation. Peu importe à quel point il s'entraîne, il n'y a aucun moyen pour lui de surpasser quelqu'un comme elle. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il va rester sans rien faire. Au minimum, il doit être assez fort pour se défendre, surtout si Ariel décide un jour de s'en prendre à lui. Du côté positif, il semble qu'il pourrait pouvoir débloquer de nouveaux talents. D'un claquement de doigts, le livre noir apparaît, mais lui donne un coup droit dans l'aine. Il hurle à cette fichue chose d'arrêter de se montrer et de le frapper à chaque fois. Puis il entend ce bizarre sifflement, et le livre s'ouvre et commence à tourner les pages. Maintenant, il raconte tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Et il est énervé parce que c'est beaucoup trop détaillé. La façon dont c'est écrit, ça le fait passer pour un type louche qui essaie de faire quelque chose d'affreux à cette pauvre fille. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Un des mots du texte, assassin, est rouge et lumineux. Soudain, une étrange énergie l'entoure et il crie. Met le livre de côté pour donner un avertissement la prochaine fois. Maintenant, il se retrouve dans une nouvelle pièce. Il regarde autour de lui et se rend rapidement compte que ce n'est pas la même prison que celle d'avant. Peut-être s'agit-il d'un autre espace à l'intérieur du livre. Mais avant qu'il ne puisse vraiment comprendre quoi que ce soit, quelqu'un s'approche par derrière. Il se retourne et c'est encore elle. Cette même fille qu'il avait déjà une fois frappée dans le cou. Boum. Pas le temps de réagir. Lumières éteintes. Il se réveille encore au lit. Le pauvre gars n'a même pas eu une seconde pour comprendre ce qui venait de se passer. Il a été terrassé d'un seul coup. Le livre s'agite à nouveau. Et quand il regarde, il montre que sa compétence de combat au poignard est maintenant à 1%, et son pas de l'ombre est à 0,5%. Enfin, il a découvert les véritables capacités de combat qu'il possède dans ce monde déglingué. Et il est motivé, affirmant qu'il est sûr que son acte va être sérieusement surpuissant. Plus tard ce soir-là, il est allongé dans son lit, marmonnant sur le fait qu'il avait à peine survécu. Il a tenu, apparemment, seulement 3 secondes là-dedans. Il décide de vérifier si sa maîtrise a augmenté et oui, il a gagné 1% dans les deux. Maintenant, il comprend que ses compétences sont vraiment brisées. Toute capacité, peut-être venue des ennemis qu'il vainc, est enregistrée dans le livre, et il peut l'apprendre. Peut-être qu'il ne voit que des compétences. Je ne suis pas sûr. Si c'était basé sur la vue, il aurait déjà dû acquérir cette capacité de glace de la part de la fille. Mais peut-être pas, puisque celle-ci venait d'une déesse. Ce qu'il sait, c'est qu'il pense à une compétence massive en ce moment, et c'est une compétence puissante. Il est tout excité, marmonnant que c'est juste une question de temps avant que ce pouvoir et ses capacités de dague ne soient tous à lui. Il ne sait pas exactement comment gagner en compétences rapidement, mais il va bientôt le découvrir. Le livre le frappe en plein visage. Et puis bang, il prend un coup de pied à la tête. Se faire trancher la poitrine. Se retrouve en lambeaux. Pendant ce temps, à l'extérieur de sa chambre, Anne frappe à la porte et l'appelle. Quand elle entre, elle le voit sous les couvertures et semble un peu confuse. En la voyant, elle pouffe et dit que c'est drôle. Il dort toujours de la même manière qu'à l'époque où il était enfant. Un si mignon petit garçon. Elle utilise un sortilège de conservation de la chaleur et dit qu'elle ne le réveillera pas tout de suite. Qu'Anne attende juste le rebondissement où elle se transforme en démon total. Parce qu'il n'y a aucun moyen que ce sourire, si doux, soit sincère. Dès qu'elle ferme la porte, il surgit de sous la couverture, grommelant que le maudit livre l'avait frappé et pile dans l'aine. Ou peut-être qu'il se fait juste avoir par quelques tours pas chers. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à replonger dans ce rêve jusqu'à ce qu'il la batte enfin. Le soleil se lève et à ce moment-là, il avait déjà essayé 185 fois. C'est une résilience mentale de niveau supérieur. Il meurt à chaque tentative, mais maintenant il tient 30 secondes. Il est submergé par une vague de fatigue, trébuche, met du sucre dans son thé et le renverse, et s'écroule au sol complètement vidé. Mais enfin il avait trouvé un moyen de devenir plus fort. Le seul problème, la douleur de mourir dans cette illusion semble très réelle. Il pensait pouvoir tromper le système. Au moment où il est mort, il pouvait juste réintégrer et déplacer la peur. Mais non, c'était impossible. Et maintenant, après une nuit entière d'efforts, il est temps de voir les résultats de tout ce travail acharné. Sa technique de poignard avait atteint le niveau 2, et le pas de l'ombre était à 11%. Bien sûr, ce n'était toujours pas au niveau d'un assassin, mais le simple fait de savoir qu'il pouvait évoluer ainsi était déjà une énorme affaire. Il a hâte de l'essayer. Il active donc l'étape de l'ombre et traverse la pièce en un éclair. Le gars est littéralement en train de laisser des traces de fumée, complètement excité, jusqu'à ce qu'il grimace soudain de douleur. Il s'avère que son pied a été brûlé. Maintenant,
Il se demande comment cette fille assassin qui a attaqué Payman a réussi à utiliser cela sans broncher. Et puis ça lui vient, bien sûr. Ses techniques sont bien trop avancées pour quelqu'un comme lui, juste un combattant de tier 1. À l'académie, il a appris que pour maîtriser des techniques comme celle-ci, il faut canaliser le ki dans tout son corps pour le renforcer et réduire le recul. Mais c'est quelque chose que seuls les guerriers de niveau 2 peuvent faire. Donc le plan pour l'instant est de trouver un bon professeur, de préférence un beau, bien sûr. Il rêve déjà de Sainte-Marie de l'Académie. Le seul problème est que, bien qu'il connaisse des tonnes de mages puissants, il ne connaît pas autant de guerriers forts. C'est parce que dans ce monde, la magie est si ridiculement puissante que personne ne se donne même la peine de s'entraîner aux arts martiaux. Pourquoi s'entraîner aux coups de poing et de pied juste pour se prendre une boule de feu en pleine figure? Puis ça fait tilt, il y a un guerrier, probablement le plus puissant de toute l'histoire. Ou plutôt, pas probablement, assurément. Ce serait son père. Comment le diable a-t-il pu oublier qu'il avait le boss final vivant dans la même maison? Au cours du dernier siècle, aucun guerrier n'a eu un impact plus grand sur le monde que lui. À 15 ans, il était déjà garde royal. À 20 ans, il écrasa les forces rebelles. À 27 ans, il devint maréchal de l'Empire. À 32 ans, il a gagné le titre de Lionel Arcane. Il n'a jamais perdu un combat. Ce type est la vraie affaire. Notre garçon pense maintenant que Moon méritait vraiment la fin tragique qu'il a eue. Ce type avait tout, une vie parfaite, et même un père qui aurait pu lui apprendre tout. Mais il a tout gâché. C'est bon parce qu'à partir de maintenant, il va demander à son père de l'entraîner personnellement. On aurait pu croire que la suite serait le père qui refuse, mais non. C'est Fan qui frappe à nouveau, disant que le maître le cherche. Il sort avec elle, disant que c'est un timing parfait. Il allait justement demander la même chose. Mais dehors, il tombe sur deux autres bonnes. L'une d'elles porte des lunettes, et honnêtement, pourrait être la première fille mince dans toute cette histoire. Moon remarque qu'il appelle Anne la chef. La gouvernante en chef maintenant et lui fait un compliment. Devine qu'elle a été promue. Elle explique que l'autre, celui que le précédent chef a fait, a été conçu juste après son réveil. Donc elle a fini par prendre la position. Il a l'impression qu'elle a peut-être été mise à la porte à cause de lui, ce qui est un peu déroutant. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Même si elle ne sera plus la gouvernante, elle fait toujours partie du foyer. Et c'est à ce moment-là que sa mère lui fait cette étreinte très particulière. D'accord, illustrateur, peut-être qu'on peut un peu calmer le jeu. Elle le prend dans ses bras et lui dit qu'elle veut qu'il l'appelle maman 1000 fois. Puis elle appuie sa tête contre son ventre et lui dit d'écouter. Il s'avère, oui, elle est enceinte, ce qui signifie qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Alors le père entre et lui dit de se détendre. Le garçon vient juste de sortir du lit après s'être remis, alors peut-être ne t'emballe pas trop. Un peu plus tard, Moon est surpris d'apprendre que son père retourne au front. De plus, pouvons-nous parler de la femme de chambre debout à côté de son père? Elle est immense. Clairement, le duc lui-même était en charge d'embaucher toutes ces femmes, et nous pouvons déjà deviner quel genre de goût a ce type. Raffiné, je dirais. Il dit que cet après-midi, il retourne au front, et sera absent pendant au moins un mois. Pendant ce temps, Moon doit rester dans le Capitole. Il se tourne vers Mademoiselle Fay, et dit qu'il compte sur elle pour veiller sur tout le monde. Cependant, Moon lui dit qu'il ne devrait pas y aller. Il y a d'autres généraux dans l'Empire et de plus, il est duc. Mais son père explique que malheureusement, après près d'une décennie de silence, les choses sont devenues urgentes. Il y a des signes de démons abyssaux près des frontières. Mais Moon sait ce que c'est vraiment, une diversion destinée à diviser les forces humaines. La véritable invasion n'aura pas lieu avant 3 ans, lorsqu'Ariel se lèvera enfin en tant que sauveur. Le problème, c'est que même si son père a dit un mois, il sera probablement parti pendant 3 ans. Ce qui signifie que le plan de Mu d'apprendre l'escrime avec lui complètement ruiné. Un griffon et un chariot arrivent, et sont. Le père fait un signe d'adieu, disant à sa femme de ne pas pleurer. Il reviendra bientôt. Il appelle Moon et lui dit qu'il était impressionné lorsqu'il a risqué sa vie pour protéger l'impératrice. C'était le courage d'un vrai chevalier, le genre de bravoure qui coule dans le sang de chameau. Cela lui rappelle le symbole de leur famille. Une épée représente la force, et ils sont la lame de l'Empire. Le dragon symbolise l'ennemi qu'ils doivent vaincre. En d'autres termes, ils sont l'arme de tout le royaume. À un moment donné, chaque homme de la famille doit se rendre sur le champ de bataille. Il n'est pas sûr que Moon suivra ce chemin, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il est devenu un vrai homme. Et à cause de cela, son père promet d'investir chaque ressource qu'il n'a pas eue dans sa jeunesse pour que Moon puisse devenir encore plus fort. Moon reste là, silencieux pendant un moment, puis son père dit qu'il est temps de parler de quelque chose de sérieux. Il veut savoir ce que Moon pense vraiment d'Anne. Prise au dépourvu, Moon dit qu'elle est gentille. Mais pourquoi en parler? Son père explique qu'il a vu une fille grandir. Elle vient d'une bonne famille, elle est intelligente, et surtout, elle le voit comme plus qu'un simple maître. Si Moon ne veut pas la perdre, il ferait mieux d'agir vite. Maintenant, Moon est debout, ils sont complètement désarçonnés. De quoi son père parle-t-il même? Le duc décide d'être franc. La famille a besoin de plus d'enfants. Sa femme vient juste d'avoir son deuxième enfant, et avec son retour au front, il n'y aura pas le temps d'en faire d'autres. Moon mentionne nerveusement qu'il est techniquement fiancé à Payman. Son père balaie cela d'un revers de main, disant que c'est juste politique. Même s'il se marie finalement, elle sera la femme principale,
et Anne pourra être la secondaire. Puis le visage de son père devient sérieux. Il prononce le verdict final. Dans 3 ans, quand il reviendra, Moon doit avoir un enfant. C'est tout, c'est le plan. Quel genre de père impitoyable jette Anna comme ça? Je ne voudrais vraiment pas être dans cette situation. Honnêtement, c'est un refus catégorique pour moi. Dès que le père entre dans la pièce et dit qu'il a entendu son nom mentionné, elle veut savoir s'il a besoin de quelque chose d'elle. Franchement, je pensais que Moon allait esquiver la question. Mais non. Tu vas droit au but et tu dis qu'ils doivent avoir un enfant. Parce que c'est ce que son père vient de lui dire de faire. Mais il pense que c'est juste une blague, donc elle n'a pas besoin de le prendre au sérieux. Son travail est d'être une servante, et à l'avenir, ils iront chacun de leur côté. Puis, de nulle part, il commence à dire qu'elle est la femme parfaite, et qu'il est sûr qu'elle trouvera un homme incroyable un jour. Et si elle rencontre quelqu'un, tout ce qu'elle a à faire, c'est de le lui dire en personne. Il lui donnera sa bénédiction pour partir. Et puis, avec toute la confiance du monde, il pose une main sur son épaule, et lui dit d'être brave, et d'aller chercher son propre bonheur. Pendant ce temps, il s'éloigne en se sentant formidable, pensant qu'il vient de réaliser le coup parfait. Mais est-il vraiment intéressé par elle? Il joue avec elle, non. Mais comme nous nous y attendions, oui, ça ne lui a pas plu du tout. Elle tremble littéralement de rage, murmurant entre ses dents serrées qu'il a vraiment changé. Elle n'en peut plus d'attendre. Ça va devoir être ce soir. Et nous voici ce soir. Notre garçon est là, en train de réfléchir à la façon dont rien ne se passe, comme il l'avait prévu. Il pensait obtenir de l'aide de son père pour devenir plus fort. Mais maintenant l'homme est parti. Alors maintenant, il doit se débrouiller seul. Pour l'instant, il évite l'académie puisque la moitié des gens là-bas sont proches du protagoniste tout-puissant, et cela ne ferait qu'empirer sa situation. Il doit d'abord maîtriser les bases. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra partir dans le monde. Il ferme un autre livre, prend un livre, et puis il va se coucher. Le livre sombre. Et quand il l'ouvre, il y a un enregistrement de tout ce qu'il a lu dans les autres. En fait, il n'a besoin que de voir la couverture et de feuilleter quelques pages pour connaître le contenu. Ce petit livre est parfait pour progresser rapidement. Dommage qu'à ce moment Anne entre en jouant les innocentes. Fais attention à ce que tu lis. Il l'écarte et demande si elle lui a apporté quelque chose à manger. Elle dit oui. Il lui demande de aller doucement avec lui, mais elle répond simplement que cela fait partie de ses devoirs. Elle a apporté du vin vintage. Seulement 100 bouteilles sont produites par an, et cela coûte plus de 200 000 pièces. Mais il dit qu'il n'est pas d'humeur. Il étudie encore, ne veut pas se laisser distraire. Mais la bouteille commence déjà à se fendre dans sa main, et elle lui demande ce qu'il aimerait boire. Il dit que le café l'aide à rester éveillé et concentré. Mais elle répond qu'ils n'ont que du vin ou du thé noir. Bizarre. Ça sonne étrangement familier. Il s'arrête, réfléchit, attendez, ça me dit quelque chose. Elle lui tend la tasse, s'excusant, disant que les grains de café ont été mangés par des rats, donc elle apportera des frais demain. Oh mon Dieu, cet idiot ne regarde même pas la tasse. Il la boit, se fait électrocuter par la voiture. La tasse tombe par terre, et sa vision devient floue. Il commence à s'effondrer, demandant pourquoi elle la trahit. Mais elle le saisit doucement, disant qu'elle ne ferait jamais cela. Elle lui dit de dormir paisiblement. Elle dit que son cœur est brisé. Elle l'aime tellement. Alors comment a-t-il pu dire quelque chose comme ça? Il a trop changé, et maintenant il a besoin d'être purifié par son amour. Il ferait mieux de l'accepter, parce qu'ils vont être ensemble pour toujours jusqu'à la fin du monde. Il ouvre les yeux et où est-il? Tu sais déjà? Les mains et les pieds attachés à une planche. La fille de la prophétie se tient juste devant lui. La malédiction de cette prophétie, je le jure. Elle enlève déjà son uniforme en disant que ce type du marché noir maudit ne rate jamais. Il essaie de demander ce qu'elle fait, mais elle répond immédiatement qu'il sait exactement ce qu'elle fait. Puis elle dit qu'il y a 10 ans, lorsqu'il n'avait que 8 ans, elle était à ses côtés. Depuis ce moment-là, son existence a été pour lui. En retour, son existence est maintenant pour elle. Et maintenant, elle doit le réparer, le remettre dans le droit chemin. Moon dit qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle, et lui demande de le laisser partir. Mais elle le fait juste taire. Ne dis rien, je m'occuperai de tout. Ce soir, de la tête aux pieds, à l'intérieur comme à l'extérieur. Son corps, son âme, chaque centime, chaque mèche de cheveux, chaque goutte de sang. Tout cela lui appartiendrait. Eh bien, et Asti n'a plus à s'inquiéter d'impressionner son père. Elle s'en charge définitivement. Franchement, je m'attendais à un genre de rebondissement, quelqu'un qui ferait irruption, arrêterait la scène. Mais non, notre gars se réveille le lendemain matin, les yeux fatigués, l'air absolument vidé. Ça arrive si souvent. La tête perd connaissance. On se réveille au milieu, puis on s'évanouit à nouveau, et on se réveille encore une fois. Il n'arrivait tout simplement pas à le croire. La même personne qui avait transformé Moon en un désastre sans valeur, et qui l'avait enchaîné ainsi, c'était cette maudite Anne. Il dit qu'elle l'a éliminé d'un seul coup, et même s'il était mentalement préparé, ça lui a quand même fait un mal de chien. Il la supplia d'arrêter cette folie, de le libérer de ses menottes, et de lui donner une chance de s'échapper. Mais elle a dit pas question. Comparé à toutes les années qu'elle avait passées à attendre, cette douleur n'était rien. Cher Dieu, d'accord, auteur, fais attention à toi. Tu marches vraiment sur le fil du rasoir ici. Je ne sais même pas comment commenter cette folie. Toujours est-il que notre gars fait semblant d'être en agonie, mais en réalité, il admet que la sensation était incroyable. Même ainsi, il sait qu'elle va le tuer si ça continue. Il doit s'échapper, vite, mais bon sang,
Il est enfermé avec des menottes en acier boulonnées directement dans le mur. Et cette liminique, elle demande simplement ce qu'il croit faire. Il dit que ses poignets lui faisaient mal, et qu'il voulait juste les étirer un peu. Elle dit qu'il est trop tard pour ça maintenant. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Elle dit qu'il va lui manquer comme un fou, mais malheureusement, elle a des choses à régler autour du manoir. Sinon, les gens pourraient commencer à soupçonner quelque chose. Et par-dessus le marché, elle se demande si peut-être ce serait mieux de tuer tout le monde dans la maison, puisque maintenant il lui appartient. Ça se clipse directement. Il panique et la supplie de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. Avant qu'elle ne finisse de s'habiller, elle demande s'il y a une femme de chambre dans cet endroit qui pourrait lui plaire. J'espère que ce n'est pas Noël. Il lui dit qu'elle a perdu la tête, qu'il n'y a rien avec personne d'autre. Elle rit, lui dit de se calmer, elle le taquine juste. Tant qu'il se tient bien, elle promet de ne blesser personne dans la maison à moins d'y être absolument obligée. Il la supplie de le laisser partir. Il n'y a aucun moyen qu'elle prévoie sérieusement de le garder enfermé ici pour toujours. Soudain, les menottes magiques s'ouvrent avec un claquement de ses doigts. Elle lui dit simplement de ne pas essayer de faire quelque chose de stupide. Le cœur de cette pièce est un espace scellé, renforcé avec de l'acier provenant d'une tour dont personne n'a jamais entendu parler. Traduction, il est fondamentalement impossible d'en sortir. Il demande si personne ne trouvera cela suspect, mais elle dit de ne pas s'inquiéter. Elle a dit à tout le monde qu'après avoir entendu le discours de son père sur le fait de devenir fort, Mu a décidé de retourner à l'académie. Personne ne va remettre en question sa disparition pendant un moment, et elle lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle lui apportera 3 repas par jour comme elle l'a toujours fait. Évidemment, tu devrais lui faire confiance. Elle fait ça depuis des années. Et puis bang, elle assène un coup net. Les gars se tordant de douleur. Franchement, ça a réussi à passer la ligne maintenant. C'est difficile de dire si quelqu'un là-bas accepterait volontairement ce niveau de folie. Elle fait un signe d'adieu. Il crie après elle, mais la porte claque violemment. On n'aurait jamais pu deviner qu'entre tous ceux mentionnés dans la prophétie, ce serait elle. Et chaque fois qu'il parle mal de la situation, la chose suivante qu'il dit est toujours à quel point c'était bon. Ça, il ne peut pas le nier. Le problème, c'est qu'il sait que si ça continue, il ne va pas survivre. Même si elle mentionne une sorte de scellant magique, il décide d'essayer la porte. Il attrape la poignée et tire de toutes ses forces, mais s'effondre immédiatement au sol en proie à une douleur atroce. La pièce entière est faite d'acier pur, magiquement renforcé. Il n'y a aucun moyen de sortir. Enfin le livre arrive, sans lui donner une gifle cette fois. La lune dit les choses telles qu'elles sont. Il n'a aucune chance. Cette femme a autant de pouvoir et de potentiel que Paiement elle-même. Même s'il commençait à s'entraîner maintenant, il n'y a aucun moyen qu'il devienne assez fort avant de mourir. Mais le livre reste ouvert. Et il se dit, bon, il n'a rien de mieux à faire. Autant s'entraîner plutôt que de traîner. Mais attendez une seconde. En ouvrant le livre, il se rend compte que celui qu'il a lu la nuit dernière contenait l'équation qui traverse cette situation exacte. Prochain chapitre, il a déjà fait 199 200 pompes. Au moins son corps tient encore le coup après la vraie nuit. D'abord c'était Paiement, maintenant c'est Anne. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Il n'est pas en colère à cause de la douleur. Ce qui l'atteint vraiment, c'est qu'il ne peut rien faire. Il est toujours celui qui est surpassé. Mais la prochaine fois, il jure qu'il sera celui qui la fera tomber. Cette pensée à peine formée, avant qu'elle n'arrive en souriant et en disant que la journée de travail est terminée. Alors, Moon, parler est facile, maintenant voyons si tu peux agir. Et déjà plus mignonne, elle dit qu'elle se sent comme une épouse rentrant à la maison après une longue journée trop mignonne, elle dit ça comme si c'était parfaitement normal. Elle lui a apporté le dîner et a même préparé un bain à la température parfaite. Mon Dieu, comment suis-je même censé décrire ça? Elle lui a demandé s'il voulait manger, prendre un bain ou, enfin, vous savez. Et ce petit menteur, après toutes ces discussions, il se dirige déjà tout droit vers le bain, s'y enfonçant comme s'il essayait de se détendre. Mais à en juger par son expression, se détendre est bien la dernière chose qu'il fait. Il marmonne qu'il n'est pas un enfant et n'a pas besoin d'aide pour ce genre de choses. Quelqu'un, s'il vous plaît, libérez ce pauvre garçon avant que je sois banni pour avoir lu ceci. Elle dit que maintenant que son corps lui appartient, elle doit en prendre soin. Elle testerait même son ouïe pendant qu'il hurle mentalement qu'il ne peut absolument pas perdre contre cet Yandere. Le moment du dîner arrive et lui, merci, monsieur, dit que la nourriture est délicieuse. Attrape l'assiette et commence à manger. Il demande de quel type de viande il s'agit, et elle répond avec désinvolture. C'est la réponse de quelques rares taureaux géants à 3 cornes. Elle l'a fait spécialement pour lui car cela est connu pour renforcer la force physique. Il lui dit de ne plus jamais lui servir ça à nouveau, mais elle se contente de sourire, et dit qu'il l'a déjà mangé des dizaines de fois. Elle le lui a donné en secret. Il se lève, c'est fait. Il dit qu'il en a assez de ça. Il est maintenu enfermé, sans même avoir le droit de voir la lumière du jour, et maintenant, elle lui donne toutes ces choses bizarres. Si elle ne le laisse pas sortir maintenant, Downey recommence. Assommé. Pauvre gars, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, la nourriture était maudite. Elle murmure même pour qu'il en profite parce que ça va être long. Quand il ouvre les yeux à nouveau, c'est clair. Le gars a été détruit. Elle s'excuse pour la nuit précédente en disant qu'elle a eu peur qu'il ne survive pas. Alors, elle y est allée doucement avec lui cette fois. Ouais, ce monstre d'homme n'avait aucune chance. Il a dit qu'il allait dominer, ou je ne sais quoi. Il s'est encore fait écraser. Elle essaie de lui parler,
mais il l'ignore complètement. Alors elle dit que puisque c'est un bon garçon depuis 2 jours d'affilée, elle lui accordera une demande. Il demande immédiatement la liberté. Elle dit que c'est impossible. Il demande de nouveaux vêtements. Elle dit que c'est aussi impossible. Ça ressemble à quoi ce genre de vœu si je ne peux rien demander? Elle explique que le souhait le plus élevé qu'il puisse faire pour l'instant est quelque chose comme choisir quand il veut manger demain. Et écoutez, sur le site où je lis ça, il y a des gens dans les commentaires qui disent que le protagoniste souffre trop et ils sont prêts à échanger leur place avec lui juste pour lui enlever un peu de pression. Alors il soupire et admet, oui, choisir ce qu'il mange est mieux que rien. Il repense à cette période de l'année. Il avait l'habitude d'apprécier certains vins de saison et certains poissons spéciaux. Elle commande que le poisson dont elle parle provient du lac Bépor, qui est très éloigné. Il en fait tout un plat, disant qu'il était autrefois un esprit libre. Naomi n'arrive même pas à décider quoi manger, coincé en confinement comme ça. Si tu n'arrives même pas à attraper un petit poisson du lac Bépor, alors à quoi bon la vie? Elle l'appelle par son nom, mais ensuite dit d'accord. Elle ira le chercher pour lui. Immédiatement, il lui attrape le bras et la remercie avec toute sa gratitude. Et ce type envoie maintenant des cœurs. Il dit qu'il souffre. Mais est-ce vraiment le cas? Il lui souhaite une excellente journée de travail et lui dit qu'il l'attendra à la maison. Elle fait un court-circuit sur place, complètement décontenancée. Et puis soudain elle entre en courant, l'embrasse. Il est juste là, stupéfait. Je ne sais même pas à ce stade s'il joue aux échecs en 4D, essayant de jouer avec la tête du méchant. En partant, elle mentionne que le voyage jusqu'au lac Bipor prendra jusqu'à demain après-midi, donc il ferait mieux de se reposer. Et une fois dehors, elle se retient visiblement, marmonnant qu'elle a failli ne pas se contrôler. Le jeune maître est vraiment la chose la plus mignonne au monde, et elle ne peut pas attendre de lui apporter ce poisson juste pour le gâter encore plus. Pendant qu'il pense que peut-être, juste peut-être, il aura enfin un moment de paix et une nuit de sommeil complète. Il pense que cela signifie qu'il est temps de sortir son trésor préféré, le livre. Faut continuer à s'entraîner un peu plus dans ces espaces de simulation. Il semble qu'il demande à entrer dans une simulation appelée l'espace des 1000 serrures, basée sur l'un des livres qu'il a lu pour améliorer sa capacité à briser les sceaux magiques. Pendant ce temps, quelque part sous la pluie au Pérou, tempête, quelqu'un avertit une certaine fille que le lac Bipor est extrêmement dangereux en ce moment. Elle devrait reculer. Alors que la personne tend la main pour saisir la sienne. Et elle active un pouvoir, et le poignarde à la main, disant que personne à part le jeune maître n'a le droit de la toucher. Si jamais il essaie de l'arrêter à nouveau, elle le donnera en pâture au poisson. Le vieux homme se contente de grommeler que si une folle veut mourir, il ne l'en empêchera pas. Mais elle devrait savoir, le maître du lac Bipor est réveillé. La guilde a surveillé et confirmé, c'est une créature de classe monarque. Anne lève les mains et dit, cela explique ce temps bizarre. Le batelier marmonne qu'elle ferait mieux de lui laisser 300 pièces. Il doit s'occuper de sa main blessée maintenant. Mais plus que cela, elle ne devrait pas s'en prendre à la guilde des aventuriers. Ils ne la laisseront pas partir indemne. Elle vient de recevoir un seau plein de pièces posées dans la glace. Il lui demande à nouveau, est-ce qu'elle veut vraiment y aller? Elle doit comprendre à quel point c'est dangereux. Elle ne saisit pas ce que cela signifie de se faire des ennemis de la principale guilde d'aventuriers. Mais elle affirme catégoriquement qu'elle s'en moque. Il ne signifie rien pour elle. Elle le fait par amour. Puis nous passons à un groupe d'aventuriers rassemblés près du lac. Une fille tenant un bâton dit qu'elle ne peut pas laisser quoi que ce soit arriver à Rod. Après cette mission, elle va enfin avouer. Quelqu'un lui lance un mot sec, dit à Erika de se concentrer et d'arrêter de rêvasser. Elle est la guérisseuse qu'ils ont besoin de lancer maintenant, ils ne tiendront pas beaucoup plus longtemps. Elle commence à canaliser la magie et un autre aventurier crie que la créature arrive. Après avoir encaissé tant d'attaques spéciales, la chose va enfin se révéler. C'est alors qu'un énorme requin surgit du lac. Évidemment, c'est le maître du lac. Il charge une énorme bombe à eau. Quelqu'un crie le nom de Rod et lance une bénédiction de la terre pour ériger une barrière. Il hurle au mage de lancer son sort et elle commence à invoquer à travers son bâton. Il s'avère qu'elle est une guérisseuse et une magicienne. Parlons de multitâches. Mais juste avant que notre sort ne s'abatte, une autre explosion retentit. Elle dit à Rod de charger. Il en profite, se précipite. La créature est atterrie une coupure directe à la tête. Le lac entier explose sous l'impact. Il est épuisé mais quand même, arrivé à se retourner et à faire un pouce en l'air en disant que c'est terminé. Waouh! Ce type a un mage ultra puissant et un soigneur dévoué. C'est une équipe parfaitement équilibrée. Le mage est là, en train de se coiffer, tout sourire et gratitude alors. Pauvre Erika. Healer est juste assise là, ayant l'impression de n'avoir rien contribué. Rod et l'autre fille, Tia, se complimentent mutuellement, disant que c'est génial de vivre des aventures côte à côte. Pendant ce temps, Erika cherche en elle-même. Elle a fait une promesse quand ils étaient enfants. Elle et Rod seraient toujours un duo. Elle a travaillé dur pendant des années, mais cela lui semble comme s'il ne la voyait plus jamais. Elle était la première à ses côtés, et maintenant, elle n'est là que pour le soutenir en arrière-plan tandis qu'il tombe clairement amoureux de quelqu'un d'autre. Tai est encore en train de le soigner quand Ron appelle soudainement Erika, lui dire de se ressaisir et de l'aider à disséquer le monstre du lac. Mais alors, quelque chose ne va pas. Ils entendent un bruit étrange. La surface de l'eau redevient trouble, et puis, boum,
L'eau jaillit vers le ciel. Tout le monde se baisse immédiatement. Un autre monstre des lacs se réveille. Celui-ci est différent. Celui-ci est le vrai. Tia commence rapidement à lancer un sort de 3e niveau comme un énorme. Mais ça ne fait rien. La magie s'abat sur le cou de la créature. Et rien. La bête riposte avec une attaque de tempête tonnerre depuis sa corne. La lumière déchire le ciel. Erika attrape Ron et le tire de la trajectoire, en criant pour qu'il fasse attention. Mais il lui dit de bouger. Ce monstre est bien au-delà de ce qu'ils sont capables de gérer. Elle demande ce qu'il va faire. Et il dit « Je vais protéger Tia. Je l'ai amené à cette fête. C'est ma responsabilité. » Même si cela signifiait mourir, il était prêt à mourir à ses côtés. Oui, Erika aurait clairement préféré ne pas entendre ça. Rod charge en avant tandis que, de loin, quelqu'un observe silencieusement tout ce chaos se dérouler. Bien sûr, Anne est curieuse de voir le pouvoir d'une bête de niveau monarque de ses propres yeux. Si les dragons avaient cette sorte de force, elle a pensé qu'elle pourrait enfin obtenir cette partie spécifique pour nourrir le jeune maître. Mais pourquoi essaie-t-elle toujours de nourrir avec de la viande de monstre de toute façon? Encore une fois, le patron prépare une nouvelle frappe éclair. Rod le sait, c'est la fin pour eux. Mais alors Anne lance un sortilège de liaison. Un éclair déchire le ciel et s'abat sur la créature. Quand Rob regarde à nouveau, la bête retombe dans le lac. Même l'attaque qu'il s'apprêtait à lancer avait été complètement annulée. Quelqu'un s'enquiert d'Erika, lui demandant si elle va bien. C'est Anne. Elle dit à Erika de ne pas s'en mêler. Ce sera elle qui s'occupera de ce monstre. Et avec cela, elle active une autre restriction. Shannon d'Erika réalise que cette femme manipule du métal liquide. La créature commence à être transpercée de toutes parts. Et Anne, calme comme toujours. Elle forge une épée à partir du néant tout en flottant vers la bête, comme si elle marchait sur l'air. Disant que le monstre paierait pour avoir effrayé les poissons, elle était venue jusqu'ici pour les attraper pour le jeune maître. Le prix pour avoir interféré avec ses plans était la mort. Un coup de lame net. La créature est coupée net en deux et replonge dans les profondeurs. Rod observe depuis le côté sans voix. Il n'arrive pas à croire qu'une bête monoclaste a été éliminée comme ça. Oui, notre doux protagoniste a beaucoup de travail devant lui s'il veut un jour se libérer de ça. Erika accourt, vérifiant que Rod va bien. Il dit qu'il va bien, mais Thea ne va pas bien. Il a quelques potions de guérison, mais ce ne sera pas suffisant. C'est alors qu'il demande à Erika d'aller parler à cette femme. Il veut qu'elle découvre si elle est une aventurière et si elle serait intéressée à rejoindre leur groupe. Parce que n'importe qui peut tuer une bête royale comme ça, eh bien, ce serait une sacrée addition. Anne est occupée au bord du lac, ramassant les restes de poissons. Le seul problème, elle a oublié de demander au jeune maître lesquels il aime vraiment. À ce moment-là, Erika s'approche et lui dit que les deux qu'elle tient ne sont pas comestibles. L'un dégage une odeur épouvantable lorsque il est cuit et l'autre est hautement toxique. Elle devrait plutôt choisir les deux autres près de l'avant. Ce sont les célèbres comestibles du lac Bépor. Anne curieuse demande comment elle le sait. Erika explique qu'elle habitait autrefois à proximité. Beaucoup de nobles aiment ces poissons, alors elle les attrape et les vend. Dans les 15 minutes qui ont suivi le visionnage de la préparation d'Anne, elle savait déjà comment s'en occuper et la rendre parfaite. C'est alors qu'Erika demande « Es-tu venu de si loin pour obtenir ce poisson pour quelqu'un que tu aimes ?» Anne répond simplement « Oui, la personne qu'elle aime voulait du poisson, alors elle est venue. » Erika répond avoir quelqu'un qu'on aime autant et qu'ils reçoivent cet amour de nous. Ils doivent vraiment avoir de la chance. Et fait des pauses en réfléchissant à la manière dont son amour est reçu. Qui implique actuellement le gars inconscient dans une pièce sombre et dit oui. Il a beaucoup de chance. Je suis sûr que nous comprenons la profondeur de mon amour. Elle se retourne pour partir. Elle se retourne pour partir. Mais Erika l'interpelle, lui demandant d'attendre. Elle dit que c'est une question d'amour, qu'elle a un problème, et qu'elle veut l'avis d'une femme mature comme elle. Anne pose le poisson et répond que l'amour est le genre de problème où la solution n'est pas toujours claire. Mais puisqu'Erika l'a aidé à résoudre la situation avec les poissons, elle essaiera de lui rendre l'appareil avec quelques conseils. Erika commence par la ligne classique. Alors mon amie, elle est comme quelqu'un pour vraiment longtemps. Mais elle ne sait pas si cette personne éprouve les mêmes sentiments. Son amie est un peu timide, un peu naïf, et maintenant il y a une autre femme dans le tableau. Et depuis, il traite cette nouvelle fille mieux. Alors maintenant, elle pense à abandonner. Et écoute attentivement puis demande à quel point cette amie aime ce gars. Erika répond immédiatement « Ce n'est pas moi, c'est mon ami. » Mais Anne coupe l'acte. Assez de ça. Dis-le simplement. Erika finit par l'admettre. Oui, c'est elle. Elle l'aime depuis qu'ils étaient enfants, il y a plus de 10 ans. Anne la regarde droit dans les yeux et demande « Sacrifierais-tu ta vie pour lui ?» Et Erika répond « Pas seulement ma vie. Je ferais n'importe quoi pour lui, même si le monde entier se dressait contre moi. » Oh là là, nous y voilà. Encore un qui part complètement en vrille, et qui se contente de hocher la tête et de dire « Eh bien, on dirait que vous avez déjà votre réponse alors. » Son amour va vraiment aussi loin? Il n'y a plus rien à demander. Elle doit suivre la vraie voie dans son cœur, et tout donner à celui qu'elle aime. Et surtout, elle devrait vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision qu'elle pourrait regretter plus tard. Alors qu'Anne s'éloigne, Erika reste là, plongée dans ses pensées, repassant dans sa tête tout ce discours sur le fait de suivre son cœur. Mais soudain, une étrange flamme s'allume, non pas autour d'elle, mais en elle. Une voix murmure, demandant si elle va vraiment tout abandonner. Va-t-elle vraiment se rendre? La voix lui dit de lâcher prise sur la morale, sur les lois,
même sur sa propre vie, le sacrifier tout pour lui, et ne laisser personne d'autre l'emmener. Putain, ce monde est une bombe à retardement. Je me souviens des conneries dans l'histoire de Zhang Hao où les filles deviennent folles. Mais ça, c'est un tout autre niveau de folie. Maintenant, elle tremble en marmonnant qu'elle va craquer si quelqu'un d'autre finit avec Rod. La voix répond: enfin tu comprends. Tu dois embrasser tes désirs les plus profonds et le revendiquer. Mais il y a un hic. Rod est fort. Donc, si elle veut s'assurer qu'il lui appartient vraiment, elle devra lui casser les bras, lui mettre un collier, et le réduire à n'être rien de plus qu'un animal de compagnie. Ouais, les démons dans ce monde, ils sont quelque chose. Pendant ce temps, Rod est assis à côté de Tia, comme s'il priait pour elle. Il se tourne vers Erika et lui demande si elle va bien, et ce qui s'est passé avec cette autre femme. Elle dit qu'elle va bien. La dame n'a rien fait, elle a juste mis un peu de temps parce qu'elle a manqué de mana. Le seul problème, c'est qu'elle est une servante d'une famille noble, donc elle ne pourra pas rejoindre leur groupe. Rod dit que c'est bon. Que peux-tu faire? Il voulait juste la remercier en personne. Tia est d'accord, sans cette femme, ils seraient tous morts. Mais ensuite Tia ajoute qu'elle a remarqué quelque chose de bizarre. Une marque étrange sur la poitrine d'Erika. Erika le couvre rapidement et le balaie d'un revers de main, disant que ce n'est rien, probablement juste à cause de l'impact plutôt ou une sorte de contre-coup magique. Elle le fera vérifier plus tard. Rod prend Tia dans ses bras et dit qu'elle a raison. Ils doivent trouver un endroit où se reposer. Les deux sont doux et coquins, tandis qu'Erika regarde simplement de loin. Yeux sombres, quelque chose ne va définitivement pas. Le lendemain matin, notre pauvre garçon se réveille avec une tête de déchet, probablement entraînée toute la nuit parce que bien sûr, elle est revenue en disant qu'elle était enfin rentrée. Je suis convaincu maintenant qu'il fait le coup classique des échecs en 3D. Il prend la hache en disant qu'il l'avait tant manqué, et qu'il était sûr que s'il ne la revoyait plus, il allait mourir. Elle caresse son visage avec douceur, disant qu'il semble enfin prêt à lui donner son corps et son âme. Elle s'excuse, c'est juste que le lac Beauport était vraiment loin, et cela a pris plus de temps que prévu pour ramener les poissons les plus frais. Mais les voilà, exactement ce qu'il a demandé. Et waouh, elle a vraiment tout donné. 5 coupes nettes sur le poisson, jeté avec 3 herbes directement au four. La présentation est ridicule. Il est excité, disant que ça sent incroyablement bon, et qu'il essaie déjà d'en goûter. Elle fait le bruit de l'avion. Elle le nourrit et il la remercie, lui dit qu'elle devrait essayer aussi. Mais elle secoue la tête et dit pas cette fois. Elle l'a fait spécialement pour lui. Elle lui dit de faire attention quand même. Les poissons ont beaucoup d'arêtes. Il ricane, dit qu'il n'est pas un gamin. Mais au moment où il prend une bouchée, quelque chose se coince dans sa gorge. Immédiatement, elle se penche et dit qu'elle va s'en occuper. Il panique, comment? Et elle garde un visage impassible alors qu'elle pressera ses lèvres contre les siennes, utilisera sa capacité pulmonaire pour l'extraire, et cela dégagera sa voie respiratoire. Il lui dit qu'elle est absolument folle. Ça n'a même pas de sens. Mais la vie est cruelle et notre garçon subit un sort tragique. Prochain chapitre. Oui. On plonge directement dans le chaos. Elle dit joyeusement que le problème est résolu. Elle a sorti l'os. Il murmure un merci fatigué et Just recommence à manger, si seulement pour la faire taire. Un peu plus tard, il finit son assiette et admet que c'était vraiment un excellent poisson. Je te donnerai 25 centimes, si tu peux deviner ce qu'elle veut faire ensuite. Buddy ferme tout, lui dit pas maintenant. Il a besoin d'une pause. C'est là qu'elle sort les cartes psychologiques et demande: alors, tu te lasses déjà de moi? Mais notre garçon est malin. Il dit que, selon les experts, il n'est pas bon de faire de l'exercice juste après avoir mangé. Cela pourrait être mauvais pour le corps. Et si un enfant était conçu dans cet état, il pourrait ne pas naître en bonne santé, et la grossesse pourrait finir par être compliquée. Anne, bien sûr, interprète tout cela comme une preuve de sa profonde inquiétude à son égard, et cela l'émeut. Elle dit: d'accord alors, tu as raison, je reviendrai ce soir pour continuer notre petit travail. Avant de partir cependant, elle mentionne avec désinvolture qu'elle est passée par la célèbre ville de sa vie, connue pour ses tenues sur mesure. Il demande en quoi cela est pertinent, et elle dit qu'elle a acheté une tenue de combat bien, quelque chose de féroce et plein d'armure. À voir son expression, on devine déjà ce qu'il pense. Il dit immédiatement qu'il n'est pas intéressé par ce genre de choses. C'est un homme d'intégrité. Mais elle se contente de sourire et de dire: j'existe depuis longtemps. J'ai vu tous les magazines que vous avez. La raison pour laquelle elle porte toujours ses bas noirs, c'était pour lui. Et le pauvre gars est stupéfait. Il a toujours cru que c'était juste un choix de mode personnel. Mais il doit admettre, oui, elle a visé juste. Il les aimait bien. Elle rit, l'appelle écorché. Puis elle lui fait un signe de la main et lui dit de faire une sieste. Comme ça, elle est partie et lui est toujours coincé dans cette pièce. Mec, j'espère vraiment que notre protagoniste va s'échapper bientôt. Bon, la situation ne semble pas si mauvaise vue de l'extérieur. Mais allez, tu vas rester enfermé dans une chambre pour toujours. Attendez, Scrax Dad a parlé trop tôt. Il est déjà debout et active son aptitude pour essayer de déverrouiller la porte. Et ce gamin, un génie. Il s'avère qu'il a demandé ce poisson en arrêt express. Il s'en sert comme d'un crochet de fortune. Mais dès qu'il commence à travailler dessus, déclenche un piège. 12 coupes à travers le mécanisme. Lui, il recule instantanément, jurant entre ses dents, disant qu'elle doit plaisanter. Il n'y a aucun moyen qu'une chose aussi folle puisse être ouverte manuellement. Selon la théorie, issue de l'un de ses livres,
il doit soulever chacun des goupilles de la serrure à la hauteur exacte sans casser l'arête de poisson pour déclencher le déverrouillage. Le hic. Il n'a réussi à cacher que 4 arêtes de poisson. Et cette chose nécessite 12 tentatives parfaites. Ce sera l'enfer. Pire encore, si l'arête se casse à l'intérieur de la serrure et qu'elle trouve un morceau oublié, elle saura immédiatement. Il réessaie et oui, ça craque. Ce n'est même pas le premier qui l'a cassé. Il en a déjà cassé 3. Ça fait 1h30. Elle va revenir avec sa nourriture d'une minute à l'autre maintenant. Il appelle le livre, essayant de caser une dernière minute d'étude. À ce stade, c'est trop complexe pour le résoudre par la force brute. Au moins, il a cartographié la hauteur exacte des broches pour les 10 premières. Ce sont juste les 2 derniers. Il n'a plus rien à perdre maintenant. C'est tout ou rien. Pendant ce temps, dans la cuisine, les 2 bonnes s'amusent. Erika goûte un morceau du poisson et le prépare. Admet, c'est vraiment délicieux. Les créatures du lac Beauport ne rigolent pas. Anne la remercie pour son aide, disant que grâce à Erika, elle a terminé la cuisine 1 heure plus tôt que d'habitude. Erika, cependant, veut savoir pourquoi elle apprend soudainement de nouvelles recettes. Après tout, le jeune maître est parti à l'académie, la dame est enceinte et séjourne dans l'autre domaine pour se concentrer sur sa grossesse. Ça arrive tout le temps, et il prépare une portion supplémentaire de nourriture. C'est bizarre. La main d'Anne se dirige subtilement vers son couteau, la mana commençant à s'accumuler. Mais Erika s'exclame rapidement. « Oh, je comprends, tu caches un animal de compagnie ici, c'est ça? Probablement un petit chat mignon. » Elle explique que les anciens chefs de maison n'ont jamais permis d'avoir des animaux de compagnie à cause des poils et du désordre. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, cela a du sens qu'elle essaie d'en glisser un. Anne souffle et dit « Tu m'as eu, garde un secret. » D'accord. Erika dit que ce n'est pas un problème. Mais elle aimerait vraiment voir le petit un jour. Anne sourit et dit peut-être un jour, mais pas maintenant. Il est encore vraiment timide et facilement effrayé. Alors qu'elle s'éloigne, elle se dit à elle-même à quel point elle est heureuse de ne pas avoir eu à recourir au pire scénario, tuer Erika et gérer les conséquences. Cette conversation, cependant, lui fait réaliser autre chose. Garder le jeune maître enfermé dans cette chambre pourrait commencer à l'usure. Il pourrait s'ennuyer ou pire, s'impatienter. En outre, elle ne sent toujours rien bouger dans son ventre, ce qui signifie que la grossesse n'a pas encore commencé. Au minimum, il faudrait encore 10 mois avant que cela ne devienne une réalité. Peut-être devrait-elle vraiment manger un animal de compagnie pour aider le jeune maître à se détendre un peu. Un chat ne serait pas un mauvais choix. Ou mieux encore, elle lui demandera directement ce qu'il veut. Mais alors, toute son expression change. Le plateau glisse de ses mains, la nourriture s'écrase par terre. Quand elle arrive dans la chambre, la porte est grande ouverte. Notre garçon, il est dehors. Il a enfin réussi à s'échapper. Allons-y. Il se cache dans une aile délabrée du manoir. Les meubles sont détruits. Tout est sombre et poussiéreux. Il trébuche et tombe maladroitement, frappant violemment le sol. Tout est sale, l'éclairage est terrible, mais peu importe. Grâce au souvenir de son corps, il sait exactement où il se trouve. Et si ce type inutile connaît un tour de magie, c'est cette petite sphère lumineuse. Il est temps. Il doit sortir avant qu'elle ne le trouve. Juste au moment où il pense cela. Clan, un couteau s'enfonce dans le mur à côté de sa tête. Il s'exclame, disant que c'est impossible. Il a couru beaucoup trop loin pour être déjà rattrapé, mais ensuite il l'entend. Cette voix, des ténèbres, calme et terrifiante, elle dit « J'ai enfin trouvé la lumière. »